Imaginez être un orphelin qui lutte pour survivre et se faire kidnapper à l'âge de 7 ans. Vous vous diriez, qu'est-ce qui pourrait être pire? Mais ce n'était que le début. Ceux qui vous ont kidnappé étaient des scientifiques fous qui ont expérimenté sur vous, implantant des minéraux de la porte et des cellules de monstres à l'intérieur de vous, vous transformant lentement en un chasseur de chimères. Ils vous ont forcé à combattre des monstres pendant 70 ans, et lorsque votre corps a commencé à se désagréger, ils vous ont abandonné dans un donjon pour mourir. Mais ils ne savaient pas qu'ils vous avaient également implanté le pouvoir d'un monstre immortel. Ce pouvoir vous a fait revivre et vous a rendu humain. Eh bien, voici l'histoire tragique de notre personnage principal qui se trouve maintenant à la croisée des chemins avec deux voies devant lui, l'une de la vengeance et l'autre d'oublier tout pour vivre une vie normale dans le donjon. Si vous pensez que cette histoire est bonne, alors assurez-vous d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Alors commençons. Un jour, une soudaine déchirure est apparue dans le ciel formant une faille rougeoyante en forme de croix. Ses bords crépitaient d'énergie, rayonnant une lueur inquiétante comme si les cieux eux-mêmes avaient été divisés. En ce jour fatidique, tout a commencé à changer. De la faille inquiétante dans le ciel, une porte s'est ouverte, inondant le monde de chaos. Des essaims de créatures monstrueuses ressemblant à des insectes se sont déversés, leurs ailes battant furieusement alors qu'elles descendaient sur la terre. Et avec leur arrivée, la destruction a suivi. D'au-delà de la faille a émergé un monde qui serait plus tard connu sous le nom de royaume des démons. De ses profondeurs, des monstres féroces et impitoyables se sont déversés dans le monde humain, leur présence apportant le chaos et la ruine partout où ils allaient. À l'heure la plus sombre de l'humanité, certains individus se sont éveillés avec des capacités extraordinaires. Ces élus, connus sous le nom de chasseurs, se sont levés pour lutter contre la menace monstrueuse, maniant des pouvoirs qui défiaient les limites ordinaires. Ces chasseurs étaient des individus qui s'étaient éveillés au pouvoir du mana, leur accordant des capacités extraordinaires qui les distinguaient des humains ordinaires. Avec l'émergence de ces individus habilités, l'humanité a finalement trouvé la force de riposter, lançant une contre-attaque contre les envahisseurs monstrueux. Au fil des ans, les cicatrices de la guerre ont lentement commencé à s'estomper. Les villes se sont relevées une fois de plus des décombres, reconstruites sous la douce lueur d'une nouvelle aube. Bien que d'innombrables défis persistent encore, la vie a progressivement retrouvé son rythme. À tout le moins, certaines personnes ont pu récupérer et profiter d'un semblant de normalité. La paix était fragile. La menace n'a jamais vraiment disparu car des créatures monstrueuses ont continué d'émerger, forçant l'humanité à rester vigilante et prête au combat. Pour combattre les vagues incessantes de monstres qui se déversent dans le monde, des guerriers se sont battus avec acharnement, déterminés à tenir la ligne et à protéger l'humanité de l'anéantissement. Avec un cri féroce, le guerrier a balancé son arme, frappant l'abomination monstrueuse devant lui, sa gueule béante bordée de crocs déchiquetés et remplie d'yeux impassibles. Chaque coup était une tentative désespérée de tenir les horreurs à distance. Malgré leur bravoure, il y avait un problème critique. Le nombre de chasseurs qui ont naturellement éveillé leur pouvoir était bien trop faible pour correspondre à la marée écrasante de monstres. Ainsi, en réponse à cette pénurie désastreuse, quelque chose de nouveau a été créé, une force née de la nécessité de lutter contre la menace implacable. Ce n'était autre que la vie artificielle, des êtres créés par des mains humaines, leurs yeux brillants et leur présence redoutable signalant une nouvelle arme dans la lutte pour la survie. Cette création était connue sous le nom de chasseur de chimères, un puissant guerrier artificiel, forgé pour anéantir les monstres avec une précision inégalée et une force dévastatrice. Les expériences utilisaient des matériaux sinistres, des cadavres de condamnés à mort et des animaux, servant de base à la création de ces guerriers artificiels. Ils ont également incorporé des minéraux rares récoltés au plus profond des portes, leur énergie d'un autre monde servant de composant vital dans le processus de création. Des cellules de monstres ont été ajoutées au mélange, infusant les créations avec la puissance et la férocité des bêtes même qu'elles étaient conçues pour chasser. Dans une tentative désespérée de survie, l'humanité a repoussé les limites de la science et de la moralité, fusionnant les restes de bêtes et d'humains dans des laboratoires sinistres pour forger des armes capables d'inverser la tendance. Ces avancées ont permis de produire en masse des chasseurs de chimères, assurant une armée stable de guerriers artificiels pour affronter la menace monstrueuse. Cette alliance a été saluée comme la fusion parfaite des communautés scientifiques et de chasseurs, combinant l'intellect et les prouesses au combat pour créer la ligne de défense ultime de l'humanité. Cette collaboration a considérablement réduit les taux de mortalité des chasseurs et a sauvé d'innombrables vies, marquant un tournant dans la bataille de l'humanité pour la survie. Des décennies plus tard, dans le calme de la nuit, un laboratoire de recherche illégale sur les chimères opérait en secret. À l'intérieur, un travailleur las soupirait, marmonnant qu'il n'avait plus qu'un seul sujet à vérifier avant de pouvoir enfin rentrer chez lui. Dans le stockage de chimères de haute qualité B18, deux chercheurs se déplaçaient prudemment dans le couloir faiblement éclairé. L'un d'eux s'est arrêté, braquant sa lampe de poche sur une cellule particulière. Numéro 17, son bras a l'air un peu pourri, remarqua-t-il avec inquiétude. Un chercheur cria avec urgence, et « Ne t'approche pas de lui ». L'autre, impassible, répondit calmement, « Ça va. Son cerveau est endommagé. Il ne bougera pas sans ordre. » Une créature monstrueuse était enchaînée au sol. Son corps tordu et contre nature.
Son bras droit était grotesquement déformé, suintant d'étranges excroissances. L'un des chercheurs a braqué une lumière dessus et a dit « Son bras droit est complètement foutu. Cela pourrait-il être un effet secondaire de l'expérience ?» L'un des chercheurs s'est moqué et a dit « Pourquoi as-tu si peur d'un gars qui ne peut même pas voir correctement ?» Mais alors qu'il parlait, les yeux dorés à pupilles fendues de la créature s'ouvrirent soudainement. L'un des chercheurs balbutia « Passons-le grossièrement. À ce rythme, il sera de toute façon mis au rebut. » L'autre fit un signe de tête désinvolte et répondit « D'accord, mec. » La créature enchaînée était assise silencieusement dans la cellule faiblement éclairée, ses yeux perçants fixés sur les deux chercheurs. Aucun ne parlait, l'atmosphère pesante pesant sur eux alors que le son des chaînes résonnait subtilement dans l'air. À l'intérieur du bureau du directeur du laboratoire, une voix froide et détachée déclara « Le numéro 17 est maintenant inutile, scellant le destin de la créature sans une once de remords. » L'un des scientifiques a rapporté que son corps est trop gravement endommagé. Si c'était n'importe quel autre, il serait déjà mort. Le directeur du laboratoire, assis derrière son bureau, répondit froidement. Combien de temps lui reste-t-il? L'un des scientifiques répondit, 1 mois au maximum. L'autre acquiesça en signe d'accord, ajoutant, je suis d'accord. L'homme sourit légèrement et dit, déployez-le dans cette opération de blocus de la porte. Faites-le garder l'arrière lorsque les chasseurs se retirent. Sous la lumière froide et faible, la bête enchaînée gisait meurtrie et ensanglantée. Les directeurs ont ordonné aux chercheurs de ne pas entrer de commande de retour. Loin de là, dans les cieux brûlants de la région des montagnes rocheuses du royaume des démons, le sol s'est fissuré sous une silhouette solitaire. Des traînées dorées de puissance ont éclaté dans l'air. Du ciel rouge au-dessus, une bête massive à écailles dorées a plongé avec ses mâchoires grandes ouvertes, les dents brillant de façon menaçante. Son rugissement a ébranlé les cieux alors qu'il descendait sur la silhouette cornue ci-dessous. Le numéro 17 se prépara, ses jambes griffues s'enfonçant dans le sol tandis qu'une énergie dorée tourbillonnait autour de lui. Du sang coulait dans son dos, mais ses yeux étaient féroces. La bête dorée bondit, mais le numéro 17 balança son énorme griffe et la déchira en plein vol. Soudain, le sol autour de lui se brisa violemment alors que des projectiles enflammés pleuvaient. Des explosions remplirent le champ de bataille de fumée et de feu, mais le numéro 17 se tenait droit, les yeux fixés devant lui. De la terre craquelée, une plante monstrueuse comme une bête surgit, rugissant tandis que des vignes venimeuses fouettaient vers l'extérieur. Le sol trembla, mais le numéro 17 aux cheveux blancs ne broncha pas. Ses énormes membres griffus écrasèrent la terre tandis que ses yeux brillants rayonnaient une intention meurtrière. Avec une explosion de puissance, il s'élança dans le ciel, laissant une traînée flamboyante derrière lui. La plante bête recula de peur, mais il était trop tard. En plein vol, le numéro 17 se tordit et frappa, ses griffes tranchant le monstre, des morceaux de chair rouge pleuvant sur le champ de bataille. Des explosions secouèrent le champ de bataille, des débris volant partout. Le numéro 17 ouvrit grand ses mâchoires, des rangées de dents acérées brillant alors que des éclairs bleus jaillissaient autour d'elle. Dans sa bouche, une sphère d'énergie brillante se forma, s'accumulant pour une attaque mortelle. Un éclair bleu jaillit de sa gueule, tirant vers le bas comme une lance de destruction pure. Le faisceau frappa directement sa cible, brûlant tout sur son passage. La créature fut engloutie dans la lumière aveuglante, son corps convulsant alors qu'elle laissa échapper un cri terrible. Des étincelles crépitèrent sur son corps jusqu'à ce qu'il ait l'air prêt à se déchirer de l'intérieur. Le champ de bataille était en ruine. Des traînées d'éclairs crépitant encore dans l'air alors que la poussière retombait. Le groupe regarda la silhouette solitaire devant, leur regard rempli d'admiration. Incroyable. L'un d'eux souffla, incapable de cacher son étonnement. Anéantir autant de monstres avec une seule attaque, remarqua un autre. Sa voix teintée de respect comme on pouvait s'y attendre d'un chasseur de chimères de classe S. L'homme jeta un coup d'œil au portail de feu tourbillonnant au loin, son expression tendue. Au fait, il n'y a aucun signe de fermeture de la porte. C'est le 3e jour, dit-il gravement. Mais ensuite, un autre gars d'un ton plus calme lui dit de ne pas trop s'inquiéter en disant, peu importe le nombre de monstres qui se déversent, tant que nous avons cette chimère de classe S, nous pouvons tenir indéfiniment, déclara-t-il avec confiance. Mais pendant qu'il parlait, une masse imposante de monstres surgit comme un raz de marée sombre courant vers le numéro 17 se tenant fièrement au sommet. Cet homme serra fermement son arme, l'acier brillant sous le ciel cramoisi inquiétant. Nous devons juste, marmonna-t-il, se préparant à ce qui allait arriver. Nous devons juste, dit-il, avant de balancer sa lame dans un arc rapide et mortel. Du sang vert éclaboussa lorsque le monstre fut fendu en deux. Occupez-vous des traînards qui passent. La porte pulsait de façon inquiétante, son obscurité tourbillonnante encadrée par une lueur cramoisie flamboyante. Un malaise emplit l'air comme si le portail lui-même était vivant et attendait de libérer ce qui se trouvait au-delà. Une voix retentit d'urgence. Signal de disparition de la porte rouge confirmé. La tension dans l'air s'épaissit alors que l'homme au long manteau serra sa prise sur son arme. Ses yeux fixés vers l'avant. C'est ici, dit-il, son ton calme mais teinté d'anticipation alors que les derniers restes de monstres tués jonchent le sol autour d'eux. Très bien. Retraite. Tout le monde, sortez par la porte. L'ordre retentit avec urgence alors que des bottes martelaient le sol,
leur porteur sprintant vers la sécurité avant que le portail ne se ferme. Un poing serré se fracassa vers l'avant avec une force explosive. L'impact brisant la surface, il frappa alors que des ondes de choc ondulaient vers l'extérieur. Le numéro 17 continua de se battre. Une créature massive rouge et bleue attaqua férocement, ses griffes frappant le numéro 17 au sol. Deux chasseurs sprintèrent loin de la scène. L'une d'elles, une femme aux cheveux roux cria « Attendez. Ne prenons-nous pas ce numéro 17 ?» L'homme aux cheveux noirs à côté d'elle répondit sans ralentir. Ils ont dit de ne pas le récupérer. La femme aux cheveux roux interrogea avec incrédulité « N'est-ce pas cher ?» Pendant ce temps, le numéro 17 aux yeux jaunes perçants luttait sous l'emprise écrasante de l'énorme griffe rouge et bleue. Ils ont dit que sa durée de vie était de toute façon terminée, répondit la voix détachée de l'homme. Alors qu'il sprintait vers la porte, la voix de la femme aux cheveux roux trembla de culpabilité. « Je me sens un peu mal. Sans lui, les dégâts auraient été immenses cette fois. » L'homme aux cheveux noirs lui jeta un regard de côté et répondit brutalement « Pourquoi s'inquiéter inutilement? Vous savez que ces gars sont pratiquement inorganiques. » Ces mots étaient froids, supprimant tout sentiment d'individualité. Le numéro 17 était piégé dans une emprise écrasante, du sang coulant là où les griffes s'enfonçaient dans sa chair. La prise de l'ennemi était inflexible comme s'il était déterminé à ne jamais le lâcher. Mais d'un coup brutal, le numéro 17 arracha le membre, pulvérisant du liquide blanc dans l'air. La silhouette trempée de sang, les cheveux fouettant sauvagement, se tenait droite malgré le chaos. Dans le silence qui suivit, une seule vérité résonna dans l'esprit du numéro 17, ce sont des monstres. La mission était simple, protéger les arrières du chasseur à tout prix. La bataille faisait rage. Le numéro 17 déchira les ennemis, les membres coupés volant sur le sol. Il resta ferme, tenant la ligne pour que les autres puissent avancer en toute sécurité. Une mâchoire monstrueuse se jeta vers lui, les yeux brillants remplis de faim. Mais avant qu'elle ne puisse mordre, un éclair bleu crépita dans l'obscurité. La puissance jaillit du numéro 17, une sphère d'énergie flamboyant dans sa prise. Son œil doré brilla férocement sous sa couronne cornue alors qu'il libérait une explosion colossale d'énergie bleue et blanche. Le sol s'ouvrit, des débris volant ou alors que le faisceau destructeur déchira tout sur son passage. Alors même que la fumée et la foudre remplissaient le champ de bataille, une voix calme résonna dans son esprit. Comprenez-vous? Enveloppé d'une brume toxique verte, le numéro 17 titubait, saignant abondamment. Du sang dégoulinait de ses dents irrégulières, ses griffes toujours levées, refusant d'abandonner. À travers la brume, les mots pulsaient dans sa tête. Il n'y a rien d'autre. Lorsque la mission se termine, tu ne reviens pas. Les communications crépitaient avec le rapport froid du numéro 17. Route de repli sécurisée. Sa griffe tranchée tomba lourdement au sol, sans vie. La mission était terminée. Autour de lui, le champ de bataille était couvert de sang de monstres verts, les corps entassés en tas brisés. Au centre, le numéro 17 gisait meurtri et mourant, tandis que les restes d'une griffe tranchée reposaient à côté de lui avec un énorme slime recouvrant le numéro 17 qui se profilait dans la lumière. Ses dents irrégulières étaient découvertes tandis qu'un épais fluide vert dégoulinait de son corps. Dans son esprit, une voix lui indiquait que le retour n'est pas autorisé. En ce jour, le rapport final de mission pour le chasseur de chimères numéro 17, qui a rencontré sa fin, a été enregistré comme suit. Nombre de décès de chasseurs, 0. Le champ de bataille était jonché des cadavres d'innombrables monstres, leurs formes tordues éparpillées en tas sur la terre craquelée. Au premier plan, le corps massif segmenté d'une créature tuée gisait immobile, du sang vert s'accumulant en dessous. Au centre du carnage, une silhouette solitaire restait immobile, entourée des restes du combat brutal. La menace autrefois imposante avait été éradiquée, ne laissant que le silence dans son sillage. Nombre total de monstres soumis, 1823. Le nombre stupéfiant témoignait de l'ampleur de la bataille, un chasseur contre une marée écrasante de monstruosité, ne laissant derrière lui que carnage. Au moment de la mort, dans l'esprit du numéro 17, des fragments d'un passé non enregistré ont commencé à faire surface. Il se rappelait qu'il avait autrefois été un humain complet et qu'il avait été kidnappé à l'âge de 9 ans. À partir de ce souvenir, un panorama de la vie du numéro 17 a commencé à défiler devant ses yeux. Malheureusement, le cerveau endommagé du numéro 17 ne pouvait pas pleinement comprendre la signification derrière ces scènes. Il regardait calmement sa vie passée se dérouler. Il y a 79 ans, à l'orphelinat du 13e district, un homme se tenait dehors en tenant un bébé. Regardant l'enfant, il lut doucement, le nom de l'enfant est il y a 70 ans. Un garçon était assis silencieusement sur une chaise, la tête baissée. Un homme se tenait devant lui, le grondant, « Tu as frappé un ami avec une pierre parce qu'ils t'ont un peu taquiné. Combien de fois cela s'est-il produit maintenant ?» Le garçon resta silencieux. La neige tombait doucement dehors alors que les portes claquaient avec un grand bruit. « Nous ne pouvons plus te garder. » Avec ces mots résonnant dans son esprit, le garçon sortit dans la neige qui tombait, les bras croisés contre le froid, laissant l'orphelinat derrière lui. Le garçon s'effondra face première dans la neige, son souffle visible dans l'air froid. Une ombre menaçante s'étendait sur lui, suggérant que quelqu'un ou quelque chose approchait. Un des hommes ricana, remarquant comment dans les bidonvilles, les enfants pouvaient être trouvés roulant dans la neige.
Une autre voix suivit, froide et transactionnelle, demandant « Combien coûte tout cela ?» Attaché à une table de métal froide, le garçon gisait immobile, ses membres liés par des contraintes et des électrodes fixées à sa peau. Sa bouche était bâillonnée, empêchant tout appel à l'aide. Une main gantée se profilait au-dessus de lui, tenant une seringue remplie d'un mystérieux liquide violet. De quelque part dans la pièce, une voix interrogea avec un détachement effrayant, « Est-ce un nouveau sujet expérimental dans un laboratoire faiblement éclairé ?» Plusieurs scientifiques se tenaient autour du garçon maîtrisé, discutant de son identité avec un détachement clinique. « Quel numéro ?» Un a demandé. « C'est le numéro 17 », un autre répondit sans hésitation. Une observation silencieuse suivit, teintée d'une certitude sombre. Des sorts ont dû être lancés pour s'assurer qu'il n'y avait aucune chance de s'échapper. Un des scientifiques masqués donna un ordre bref. « D'accord. Enregistrez-le. » Un autre, tenant un presse-papier, nota d'un ton clinique. Numéro 17, injection de cellules de larves de vers à soie de classe S+. La main maîtrisée du numéro 17 se contracta violemment. Le tatouage noir tranchant contre sa peau pâle. Un des observateurs parla avec une anticipation clinique. Regardons maintenant. Quel genre de réaction apparaîtra? Un des chercheurs fixa les lectures avec incrédulité. Aucun effet secondaire. Un autre observa le garçon maîtrisé dans la chaise et ajouta, une capacité spéciale est apparue, mais sa forme humaine et son ego sont maintenus. Un des chercheurs examina les données attentivement et remarqua, il semble avoir une constitution unique. Un autre, avec un ton froid et clinique, ordonna, continuez à implanter diverses choses jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Le groupe de scientifiques se blottit étroitement sous la lumière blanche crue, leurs blouses de laboratoire formant un mur de secret. Quoi qu'ils observaient, cela semblait exiger toute leur attention. L'air dans le laboratoire faiblement éclairé était lourd de tension. Puis, il y a 64 ans, au milieu d'une pièce en ruine, le numéro 17 se tenait ferme, l'énergie rayonnant dans une sphère bleue brillante entre ses mains. Le sol sous lui se fissura sous la force, tandis que derrière lui, deux silhouettes luttaient, une toussant sur le sol et une autre se recroquevillant de peur. Devant lui, une bête avec une fourrure dorée et une crête hérissée se profilait, la tension entre crépitant dans l'air. Une créature massive ressemblant à un insecte à cornes avec un corps blindé jaune et noir chargea vers l'avant à pleine vitesse. Ses mâchoires irrégulières étaient grandes ouvertes dans un rugissement sauvage. Des crocs acérés découverts, et ses ailes coupantes fendaient l'air alors qu'il se précipitait vers sa cible avec une intention mortelle. Le paysage urbain flou derrière lui rendait sa vitesse et sa férocité encore plus terrifiantes. Le frelon monstrueux se lança vers l'avant avec une vitesse aveuglante, mais soudain une sphère brillante d'énergie bleue arrive vers lui. La lumière intense illumina ses mâchoires renfrognées et son dard menaçant quelques instants avant l'impact inévitable. Le numéro 17 étendit sa main gantée vers la force entrante, l'énergie bleue tourbillonnant violemment à son commandement. Des étincelles de flammes dansaient le long de son bras, et le sol sous ses pieds se fissurait et s'écaillait à cause de la pure puissance rayonnant vers l'extérieur. La femme, serrant fermement une jeune fille dans ses bras, leva les yeux avec un sourire soulagé. Sa voix trembla d'émotion alors qu'elle disait « Merci de m'avoir sauvé ». La peur dans ses yeux s'est lentement transformée en gratitude tandis que l'enfant s'accrochait à elle doucement, toujours méfiant de ceux qui les entouraient. Un des hommes en uniforme, les épaules lourdes de culpabilité, regarda le numéro 17 et dit « Je suis désolé de faire peser un tel fardeau sur un enfant comme toi ». Le numéro 17, le visage calme et la voix stable, répondit simplement « Ça va ». La scène s'est déplacée vers une paire de bottes noires robustes foulant un sol craquelé. Les mots il y a 59 ans, marquant le moment. Le numéro 17 se tenait au milieu d'un champ de bataille en ruine entouré de débris brisés, de membres sectionnés de créatures monstrueuses et de cratères incrustés dans le sol. Son esprit était confus, ses pensées fragmentées. Pourquoi suis-je ici? La question résonna dans sa tête alors qu'il luttait pour se rappeler quoi que ce soit. Que faisais-je à l'instant? Se demanda-t-il, fixant bêtement le carnage autour de lui comme si une pièce essentielle de sa mémoire venait de disparaître. Par derrière, un homme en blouse blanche avec des lunettes rondes cria « Oh, numéro 17, pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» Il y avait une curiosité faible, presque moqueuse dans son ton alors qu'il ajoutait « Votre mémoire s'est-elle embrouillée ?» Son calme contrastait fortement avec le champ de bataille chaotique autour d'eux. L'homme en blouse blanche écarta les bras, le visage illuminé d'une excitation troublante. « Vos effets secondaires ont enfin commencé », déclara-t-il presque joyeusement. Se tenant à une courte distance, le numéro 17 le regarda avec confusion. Ses pensées confuses. « Effets secondaires » fit-il écho silencieusement, incertain de ce que le scientifique voulait dire. L'homme en blouse de laboratoire documenta soigneusement ses observations, notant, à la suite de l'implantation de plus de 500 types de cellules monstrueuses pendant 15 ans, il y a 54 ans, au plus profond d'un laboratoire secret, des expériences incessantes ont eu lieu. Le résultat était extraordinaire. Un être avec une puissance démesurée, possédant au moins une classification de chasseur de rang S, sa véritable force pratiquement incalculable. Maintenant lié par de lourdes chaînes et trempé dans le sang, le numéro 17 était assis, retenu dans une chaise, son aura monstrueuse rayonnant dans la faible lumière. Le scientifique,
incapable de cacher sa fierté maniaque, le déclara le plus grand succès du laboratoire. Il y a 20 ans, une main gantée tendit un morceau de viande crue, le geste délibéré et séduisant. Très bien. Numéro 17, bon garçon, appela la voix doucement comme si elle parlait à quelque chose de dangereux qui devait être manipulé avec soin. La jeune femme recula sous le choc alors qu'une grande créature ressemblant à un oiseau avec des traits nets et des yeux orange flamboyants se précipita vers elle. « Ouais » s'exclama-t-elle, s'éloignant instinctivement du mouvement agressif soudain. La femme s'accroupit à une courte distance, souriant de satisfaction. « Tu vois, je t'avais dit qu'il mangerait » dit-elle, regardant la créature déchirer son repas. Ce monstre était le numéro 17 à proximité. Une mère se détourna avec dégoût. « C'est dégoûtant. » Un homme couvrit doucement les yeux de son jeune fils. « Ne regarde pas des choses comme ça, dit-il fermement. Il y a 3 jours, une poussée d'énergie aveuglante éclata dans l'air fendant le ciel avec une lumière crépitante. Les yeux dorés du numéro 17 s'écarquillèrent reflétant la tempête de puissance alors que des arcs d'électricité dansaient violemment autour de lui. Le monstrueux numéro 17 laissa échapper un dernier rugissement obsédant alors que son corps commençait à se dissoudre en fragments de lumière. Sa voix mourante résonna dans l'air répétant d'un ton mécanique brisé, « Toutes les missions sont terminées. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, ses rayons dorés illuminaient un vaste gouffre déchiqueté qui déchirait la terre stérile. Le sol était jonché d'ossements et de restes des déchus, un témoignage silencieux de la dévastation qui s'était déroulée ici. Un vent obsédant soufflait à travers le canyon, emportant avec lui les échos de batailles lointaines. Au milieu de l'étendue désolée, un seul os érodé gisait à moitié enfoui dans la poussière. L'os bougea soudainement, raclant contre la terre sèche comme s'il était remué par une force invisible. En un instant, avec un pilier de lumière aveuglant, cet os jaillit du sol, perçant l'obscurité et perçant le ciel, une colonne vertébrale massive débordant d'énergie crépitante jaillit de la terre, chaque segment vibrant d'une vitalité anormale. La narration résonna de façon menaçante. Ce n'était pas une relique ordinaire. Elle portait en elle la puissance combinée de 527 types différents de cellules monstrueuses, une fusion grotesque des forces d'innombrables créatures. Son squelette continua de s'assembler, les côtes se verrouillant autour d'un noyau sombre et palpitant. Cette abomination n'était pas un simple monstre, mais le chasseur de chimères numéro 17, une arme forgée à partir des cellules de centaines de bêtes mortelles. Renaître dans un seul but, de sa colonne vertébrale et de ses côtes, des cordes de muscles sinueuses commencèrent à se tisser en place, se tordant et se liant ensemble avec une rapidité anormale. Les os autrefois sans vie palpitaient d'une vitalité grotesque, chaque fibre débordant d'une puissance monstrueuse alors que le corps de la créature prenait forme. Une explosion aveuglante éclata, inondant l'obscurité d'une lumière brûlante. Puis des pieds nus touchèrent doucement le sol craquelé, l'air autour d'eux étant encore brumeux avec la fumée persistante de l'explosion. Il baissa les yeux sur ses mains avec incrédulité, sa voix tremblant. « Qu'est-ce que c'est ?» La chaleur inconnue de la chair remplaçant ce qu'il avait été autrefois. Une brume de confusion remplit son esprit alors qu'il considérait son corps transformé. « À nouveau humain maintenant ?» se demanda-t-il, les mots étant à peine plus qu'un murmure. Baigné dans la douce lueur du soleil levant, il se tenait au centre de la terre stérile, son ombre s'étendant longuement sur la terre craquelée. L'arche de pierre massive encadrait la lumière derrière lui comme si le monde lui-même annonçait son retour. Renouveau. L'homme se tenait là, se regardant avec incrédulité. Sa voix tremblait alors qu'il se demandait s'il était vraiment redevenu humain. Il regarda sa main, remarquant les griffes monstrueuses qui s'étaient formées. Bien qu'il ait l'air humain, il réalisa que les cellules monstrueuses à l'intérieur de lui étaient toujours présentes, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas vraiment se dire humain. Réfléchissant à la situation, il pensa que beaucoup de temps avait dû passer. Et puisque le laboratoire n'était pas venu le chercher, quelque chose d'inhabituel se passait. Il réalisa qu'il avait été jeté. Le numéro expérimental autrefois gravé sur son poignet avait également disparu. Regardant sa main, il se demanda si cela signifiait qu'il était enfin libre, n'étant plus lié au laboratoire ou à son contrôle. Réfléchissant à la nature de ce pouvoir, il conclut qu'une telle transformation ne pouvait appartenir qu'à une capacité de type immortel. Il comprit la nature de la capacité. Elle permettait au corps de revivre jusqu'à 3 fois tant que son noyau restait intact et n'était pas détruit. Il se souvint de la façon dont on croyait que les cellules humaines et immortelles ne pourraient jamais fusionner. Pourtant, en se regardant maintenant, il réalisa que son corps avait complètement récupéré, revenu à son apogée. Il réalisa qu'avec tous les effets secondaires de l'expérience disparue, son état avait atteint son meilleur niveau. Le brouillard constant qui obscurcissait son esprit depuis le début s'était finalement dissipé. Même les sorts gravés sur lui pour empêcher la fuite ou la rébellion avaient complètement disparu. Il pensa que si son existence en tant que numéro 17 était vraiment terminée, alors il était peut-être enfin temps pour lui de vivre une vie normale en tant qu'humain. Il pensa que le numéro 17 n'était rien de plus qu'une étiquette qui lui avait été imposée par le laboratoire. Sa véritable identité avait été enfouie sous ce numéro. Il se souvenait que quelqu'un lui avait dit un jour que même s'il pouvait paraître dur, voire instable, il devait s'efforcer de vivre avec un but en aidant consciemment les autres. Il se rappela les mots qu'on lui avait adressés. S'il pouvait vivre une vie à aider d'innombrables personnes,
cela lui donnerait un véritable but. Et à ce moment, son nom d'origine lui revint, Shaondowon. Il se moqua de cette idée, la qualifiant d'absurde. Pour lui, l'idée d'aider les autres semblait dénuée de sens. Après tout, comment un orphelin qui a grandi dans les bidonvilles pourrait-il être capable de sauver qui que ce soit d'autre? Ça n'avait pas de sens. Il se tenait au bord de la falaise, fixant le vaste horizon alors que le soleil se couchait, les pensées lourdes. Il se demandait quel chemin il devait emprunter maintenant. L'idée de vengeance résonnait dans son esprit, le tentant comme une réponse possible. Il réalisa que la vengeance n'était pas quelque chose qu'il pouvait poursuivre aveuglément. Cela nécessitait une cible claire se tenant devant lui, quelqu'un sur qui concentrer cette rage. Il s'avoua que les événements qui avaient autrefois alimenté sa haine lui semblaient désormais si lointains que son désir de vengeance ne brûlait plus aussi fort. De plus, il n'y avait aucun moyen pour lui de retourner dans le monde humain à ce moment-là. Il décida que s'il vivait assez longtemps, il finirait par recroiser leur chemin. Pour l'instant, il repoussa cette pensée, se disant qu'il s'en occuperait le moment venu. Il plissa les yeux, son regard ferme et concentré alors qu'il baissait les yeux sur le bas de son corps. Il se tenait droit, dos au soleil couchant, sa lumière le traversant, projetant une silhouette puissante. En silence, il fit face à l'horizon, perdu dans ses pensées sur le chemin incertain à venir. Enfin, il fit son choix. Pour le moment, il décida de tout mettre de côté et d'essayer de vivre, au moins un peu, comme un humain. Alors qu'il faisait ses premiers pas, une pensée simple mais importante lui traversa l'esprit. S'il allait vivre comme un humain, la première chose dont il avait besoin, c'était des vêtements. Alors qu'il marchait à travers la terre aride, il se demanda, à quand remontait la dernière fois qu'il avait porté des vêtements? Cette pensée lui semblait lointaine, presque étrangère, après tout ce qu'il avait vécu. Alors qu'il errait près du lac scintillant, il se demanda quels matériaux il pourrait utiliser pour fabriquer des vêtements. La pensée persistait dans son esprit. Quoi qu'il en soit, il faudrait qu'il soit assez résistant pour durer. Regardant à travers les buissons, il examina sa prochaine étape. Peut-être valait-il mieux chercher dans les environs quelque chose d'utile, tout ce qui pourrait servir de matériau pour les vêtements. Alors qu'il cherchait, quelque chose attira son attention. Avec un regard curieux, il se pencha et murmura « c'est ». Il tomba sur le corps tombé d'une grosse bête. En observant son état, il se demanda s'il était mort dans un conflit territorial. À en juger par le manque de blessures importantes, il conclut que ce devait être une créature exceptionnellement forte. En regardant de plus près la créature, il réalisa la vérité. Elle n'était pas tombée au combat. Au lieu de cela, elle a dû mourir d'un poison. Il sourit avec satisfaction et leva la main. « Bien », murmura-t-il, soulagé. C'était le moment idéal. Juste au moment où il avait besoin de cuire, sans hésitation, il tira sa lame. Alors que les étincelles d'énergie jaillissaient, sa main se transforma en une lame. C'était un autre pouvoir de créature qu'il avait obtenu. Tenant fermement la lame incurvée, il murmura avec un léger sourire. « Je suppose que j'aurai besoin d'une lame pour faciliter les choses. Right ?» Il se souvint des leçons qu'il avait apprises au laboratoire. Tout d'abord, coupez le ventre droit, puis faites des incisions le long des membres. Right? Il murmura pour lui-même, visualisant les étapes dans son esprit. Avec un regard déterminé, il hocha la tête et dit « D'accord. Essayons ». Alors qu'il appuyait la lame, du sang s'infiltra de façon inattendue, faisant écarquiller les yeux sous le choc. Et la seconde suivante, son corps fut soudainement enveloppé d'une vague de gaz sombre qui sortait du corps de cet oiseau. Les yeux plissés, il murmura avec incrédulité. 10-6. L'air autour de lui se tordit violemment alors qu'un miasme sinistre se répandait. Ses yeux s'écarquillèrent de réalisation, aura empoisonnée. Le sol s'assombrit, les arbres se flétrirent, et même la bête tombée à proximité fut prise de convulsions sous l'énergie suffocante. Malgré l'aura empoisonnée tourbillonnant violemment autour de lui, son corps resta complètement indemne. No damage. Regardant la légère puanteur dans l'air, il murmura calmement, « Ça sent. Il faudra que je le lave. » Après avoir terminé sa tâche, il regarda son travail avec satisfaction. « C'est fait. Pas mal pour un premier essai, n'est-ce pas ?» remarqua-t-il fièrement. Puis, sans hésitation, il tourna son regard vers l'avant et murmura « Suivant ». Il entra dans le ruisseau clair, l'eau fraîche ondulant autour de sa main tandis que des bulles montaient à la surface à chaque mouvement. Après l'avoir nettoyée, il examina la peau dans sa main, perplexe. « Elle avait l'air douce quand je l'ai vue », murmura-t-il, en tirant sur le matériau. Mais en testant sa texture, il fronça les sourcils. « Est-ce parce que c'est de la peau de monstre ? C'est trop raide. Ce n'est pas comme si c'était une plaque de métal. » Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'une idée le frappa soudainement, une étincelle de réalisation illuminant son expression. « Oh, dans des moments comme celui-ci », s'exclama-t-il, ayant clairement pensé à une solution. Sans hésitation, il frappa à plusieurs reprises la peau du monstre avec son poing, utilisant la force brute pour l'adoucir et la façonner. Le sol tremblait à chaque coup puissant. Haletant légèrement, il jeta un coup d'œil à son travail et murmura « Est-ce comme ça qu'on tanne ?» Il n'était pas tout à fait sûr du processus, mais raisonnant à voix haute, il ajouta « Eh bien, ça doit être juste. » Il souleva la peau traitée dans ses mains,
lui donnant une légère secousse. Un sourire éclatant s'étala sur son visage en pensant « Oh, c'est fait. C'est doux ». La peau de monstre autrefois raide s'était transformée en un matériau lisse et souple, comme il l'avait espéré. Il hocha la tête avec satisfaction, tenant la peau tannée. « Bien, murmura-t-il. La taille devrait être à peu près celle-ci, n'est-ce pas ?» Tout semblait se mettre en place comme il l'avait imaginé. Juste à ce moment-là, la bête oiseau qu'il venait de dépouiller, un petit feu s'éveilla sur elle montrant qu'elle est vivante. Après avoir coupé la peau grossièrement à la bonne taille, il la souleva avec détermination. Mais ensuite, la créature ardente a émergé de façon inattendue du sol, le regardant avec une intensité féroce. Il ne remarqua pas cela, et avec un regain de force, il serra fermement le poing autour de la peau, la force rayonnant vers l'extérieur alors que le tissu se déchirait sous la pression, montrant sa détermination absolue. Il glissa la peau en place, l'ajustant autour de son corps avec une traction ferme. Regardant le résultat, il sourit légèrement et murmura « Pas mal », clairement satisfait de son travail. Se tenant droit sous le ciel bleu clair, il admira son travail. Le vêtement de fortune grossier s'accrochait confortablement à sa silhouette alors qu'il serrait la ceinture autour de sa taille. Avec un sourire satisfait, il déclara « Il va parfaitement à mon corps ». Alors qu'il ajustait ses nouveaux vêtements grossiers, il remarqua une étrange sensation dans son épaule. Tirant le tissu de côté, ses yeux se rétrécirent à la vue d'une marque violet foncé s'étendant faiblement sur sa peau. L'examinant de près, son expression devint sérieuse lorsqu'il réalisa que le poison n'était pas complètement drainé. Il laissa échapper une pensée pensant que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Alors qu'il soupirait d'agacement, décidant de simplement porter ses vêtements de fortune malgré l'inconfort, un son étrange attira son attention. Surpris, il se tourna vers la source et se figea. Au bord de l'eau, la créature qu'il croyait morte depuis longtemps s'agita soudainement, des flammes vacillant faiblement de sa tête. Avec un regard perplexe, il murmura « Quoi ? N'était-elle pas morte ?» La créature halta et s'étrangla soudainement, ses deux têtes enflammées se contractant comme si elles étaient en détresse. Malgré sa faiblesse, elle semblait réagir à sa présence, presque comme si elle pouvait le comprendre. Observant l'étrange créature luttant mais toujours vivante, il caressa son menton pensivement. Voyant qu'elle est vivante malgré le fait d'avoir une rigor mortis, il murmura, en plissant les yeux. Celui-ci doit être un type immortel aussi. Il regarda la créature en difficulté, ses flammes vacillant faiblement. Si c'était avant, je l'aurais tué sans hésitation parce que j'étais un chasseur. Mais maintenant, alors qu'il l'étudiait de plus près, il réalisa que l'adversaire est déjà affaibli et n'est même pas une menace. Il n'est pas nécessaire de la tuer. Il regarda la créature affaiblie et sourit doucement. Toi et moi sommes tous les deux chanceux. Puisqu'il s'agit de notre deuxième vie, vivons bien. Alors qu'il se retournait et s'éloignait, il jeta un dernier coup d'œil en arrière. Si le destin le permet, nous nous reverrons quelque part, dit-il calmement. La créature affaiblie resta silencieuse, son regard ardent le suivant alors qu'il disparaissait au loin. Des pas nus résonnèrent doucement contre le sol rocheux alors qu'il émergeait lentement de l'ombre, chaque pas portant un poids étrange dans le silence. Maintenant qu'il avait réussi à s'occuper de ses vêtements, il avança avec détermination. Ce dont il avait besoin ensuite était clair. J'ai besoin d'une maison, pensa-t-il, planifiant déjà sa prochaine étape pour survivre. Soudain, le sol sous lui commença à se fissurer, de faibles étincelles vacillant alors que la pierre se fendait. Quelque chose était sur le point d'émerger d'en bas. Avec un cri assourdissant, un monstre colossal ressemblant à un mille-pattes fit irruption, ses mandibules acérées claquant et ses nombreuses pattes griffant le sol. L'homme se tenait calmement, les mains croisées derrière le dos, fixant la créature imposante sans une once de peur. Le monstrueux mille-pattes se dressait au-dessus, ses griffes acérées comme des rasoirs scintillants menaçant alors qu'il se préparait à frapper. D'en bas, l'homme se tenait ferme, levant les yeux vers la bête imposante avec un calme inébranlable, sa posture inébranlable malgré la vue terrifiante. Le jeune homme leva les yeux vers la créature imposante avec des yeux calmes, inclinant légèrement la tête en demandant, presque avec désinvolture, « Est-ce trop sombre ici ?» D'un seul mouvement ample de son bras, le jeune homme déchaîna une frappe dévastatrice. Un arc de force tranchant déchira l'air, tranchant proprement le corps du monstrueux mille-pattes. Du sang vert gicla sauvagement alors que la bête hurlait d'agonie, sa forme massive reculant sous la puissance écrasante de son attaque. Le jeune homme tourna calmement le dos. Les mains croisées proprement derrière lui, il marcha vers la lumière au bout du tunnel. Sa voix était froide et indifférente lorsqu'il rejeta la créature déchue avec un seul mot, « rejeté ». Puis il alla dans une montagne enneigée. Un vent froid balayait les montagnes, emportant avec lui une rafale de neige implacable. Leur grande bête à la fourrure blanche avec un visage bleu gisait dans la neige, la bouche grande ouverte et un cri rempli de crocs acérés. Des flocons de neige tombèrent autour alors qu'elle luttait. Notre MC passa devant les bêtes des neiges tombées gisant sur le sol. Regardant la terre gelée désolée autour de lui, il pensa qu'il serait difficile de trouver de la nourriture dans un tel endroit. Cet endroit a donc également été rejeté. Il traversa ensuite la forêt dense, et soudain il plissa le nez de dégoût. L'odeur nauséabonde dans l'air le fit froncer les sourcils, et il marmonna à lui-même à quel point l'odeur était insupportable.
Cela a également été rejeté. Il entra ensuite dans une grotte sombre, remarquant les murs humides et le liquide vert collant qui dégoulinait d'en haut. L'air était lourd et humide, le faisant froncer les sourcils d'inconfort en marmonnant à lui-même que l'endroit était beaucoup trop humide. Cela a également été rejeté. Il laissa la grotte humide derrière lui, pour entrer dans un autre endroit où des ruisseaux de lave brillaient de mille feux. La chaleur intense le pressait, et avec un soupir las, il murmura qu'il faisait insupportablement chaud. Il l'a aussi rejeté. Sortant au grand air, il fut accueilli par un ciel bleu clair et la chaude lumière du soleil qui se déversait. Se tenant droit au bord d'une falaise rocheuse, il regarda autour de lui avec surprise et murmura doucement, « Oh !» alors que la luminosité l'envahissait. Debout au sommet de la falaise, il contemplait le spectacle à couper le souffle devant lui, une verdure luxuriante, des cascades et un arc-en-ciel scintillant au soleil. Avec un soupçon de surprise, il s'avoua que le paysage était assez impressionnant. Il n'aurait jamais pensé qu'il trouverait un jour le royaume des démons magnifique. En regardant le paysage paisible, il se demanda à voix haute s'il devait explorer davantage. Sans hésitation, il sauta gracieusement de la falaise, prêt à regarder un peu plus autour de lui. Il atterrit avec force, le sol se fissurant sous lui alors que la poussière et les débris se dispersaient. L'impact fit trembler la terre, montrant la force derrière son saut. Il se tenait au bord de l'eau, contemplant la surface claire. Sous les douces ondulations, des bancs de poissons nageaient librement. Observant la scène, il nota que l'eau était propre et pleine de vie, avec beaucoup de poissons à trouver. Dessous la surface, des poissons aux dents acérées se sont jetés vers le haut avec des regards menaçants, leurs mâchoires grandes ouvertes. En les regardant, il pensa qu'ils avaient l'air délicieux. Il imagina que s'il en attrapait un et le faisait rôtir sur place, il se sentirait comme en camping. Il se frotta pensivement le menton, imaginant une vie simple au bord de l'eau. Avec l'abondance de poissons agissant comme une source de nourriture naturelle, il s'imaginait construire une petite maison, s'asseoir dehors près d'un feu de camp et vivre paisiblement dans la région. Alors qu'il marchait plus loin, ses yeux furent attirés par des fleurs jaunes vives qui fleurissaient sous le ciel clair. Alors qu'il continuait à marcher, il remarqua le parfum frais porté par la brise. Debout parmi les grands arbres avec la lumière du soleil filtrant doucement à travers les feuilles, il prit une profonde inspiration de l'air frais. Entouré de fleurs et de verdure, il ressentit un sentiment de paix et pensa simplement, « Bien ». Avec un sourire calme, il leva les yeux vers la lumière du soleil qui traversait les feuilles au-dessus. Se sentant en paix, il imagina doucement le nom de sa future maison, la maison de Shondowon. Alors que les feuilles bruissaient doucement des arbres, un seul mot semblait résonner dans l'air, « Approuvé ». Au même moment, dans ce donjon sous le ciel bleu, des feuilles dérivaient doucement à travers les plaines ouvertes. La terre s'étendait au loin avec des montagnes s'élevant faiblement à l'horizon comme si elles marquaient le début d'un nouveau voyage. Soudain, des fissures commencèrent à se propager à travers l'espace. Les fissures dans l'espace s'ouvrirent grand, libérant une lumière bleue aveuglante. En un instant, un vortex tourbillonnant apparut, se tordant violemment comme s'il déchirait l'espace lui-même, prêt à connecter cette terre à un autre royaume. Avec un fracas tonitruant, quelque chose sort du vortex et s'écrase au sol, dispersant la terre et les débris dans toutes les directions. De la fumée et de la poussière, une silhouette sombre émergea. Des étincelles d'énergie rouge crépitaient autour de son corps, et ses pas lourds s'enfonçaient dans le sol. À travers la fumée et les braises rougeoyantes, une figure de robot apparut, ses yeux brûlant d'un rouge profond et menaçant. Des étincelles d'énergie vacillèrent sur son corps alors qu'il regardait autour de lui, sa voix mécanique résonnant d'une question. C'est le royaume des démons. D'un autre côté, notre maître de cérémonie serra le poing, la détermination brillant dans ses yeux. Il se dit que la première étape serait de trouver un site approprié pour construire sa maison, jetant les bases de la vie qu'il envisageait. Avec un mouvement puissant, une énergie dorée jaillit de sa main, décrivant un arc dans l'air. Elle s'abattit comme une traînée de lumière flamboyante, s'écrasant dans la forêt en contrebas avec une force explosive, marquant l'endroit où il avait l'intention de construire sa maison. L'énergie dorée frappa le sol de la forêt avec une force aveuglante, tranchant instantanément les arbres massifs. MC inspecta les arbres tombés et la terre défrichée avec un signe de tête satisfait. Cela devrait suffire pour le site, murmura-t-il, reconnaissant que l'espace était maintenant prêt à commencer la prochaine étape de la construction. D'un geste de la main, les bûches flottèrent, liées par des brins d'énergie brillants. Il sépara soigneusement les arbres robustes et bien conservés du reste. MC se tenait les bras croisés, contemplant les bûches soigneusement empilées. Ce nombre d'arbres devrait suffire, murmura-t-il pensivement. Puis ses yeux se tournèrent vers les souches éparpillées dans la clairière, un léger froncement de sourcils traversant son visage. Le sol est-il trop inégal ? Se demanda-t-il, considérant déjà la prochaine étape de la préparation du site. MC serra fermement et tira de toutes ses forces. En un instant, le sol éclata avec un fracas tonitruant alors que les racines et la terre étaient arrachées. Des éclats, de la terre et des feuilles éclatèrent dans l'air, la force de son action aplatissant la terre inégale sous lui. Il regarda la vaste terre défrichée, satisfait du résultat de son effort. Le sol autrefois inégal était maintenant nivelé, ouvert au ciel. Il pressa fermement sa main contre la surface en bois, ses pensées calmes et concentrées.
J'ai juste bougé mes mains et mes pieds comme mon cœur me guidait, réfléchit-il, laissant l'instinct montrer le chemin plutôt que de trop réfléchir. Équilibrant la bûche massive sur une épaule, il examina attentivement le sol. D'abord, je vais planter des piliers à chaque coin, murmura-t-il. Les lourdes bûches s'enfoncèrent dans le sol avec un bruit sourd alors qu'il les plantait fermement en place. Comment ils appellent ça? Libre arbitre? Se demanda-t-il, un léger sourire étirant ses lèvres. Malgré la sueur sur son front, il y avait une légèreté dans son cœur. En tout cas, c'est amusant. Est-ce parce que c'est la première fois que je construis ma propre maison? Pensa-t-il, ressentant un sentiment de satisfaction inhabituel. Il se déplaça rapidement, presque comme un flou, plaçant une planche après l'autre avec une précision constante, redressant la base de la structure. Étape par étape, la maison commençait à prendre forme. Il examina la substance verte collante suintant dans sa main, sa texture visqueuse bouillonnant faiblement. Construire des murs, murmura-t-il. Comme il n'y avait pas de clous à utiliser, il a dû improviser. Avec un signe de tête ferme, il décida, je vais plutôt utiliser du mucus de monstre de type escargot. Il pressa soigneusement les bûches ensemble en utilisant le mucus vert épais comme adhésif. Une fois qu'il durcit, pensa-t-il, il sera aussi solide que le roc. Un léger sourire traversa son visage alors qu'il ajoutait, imperméabilisation, d'une certaine manière, alors que le ciel lumineux, les rayons dorés se répandaient alors que les feuilles bruissaient doucement dans la brise. Maintenant, pour les touches finales, murmura-t-il, prêt à terminer son travail. Il leva les yeux avec un sourire satisfait, les mains posées sur ses hanches alors que la lumière du soleil brillait sur lui. Bien, dit-il avec assurance. La plupart des monstres n'oseraient même pas s'approcher. MC se tenait fièrement devant la petite cabane en bois, dont les murs étaient renforcés avec du mucus de monstre de type escargot et décorés de soie de cocon de larves de ver à soie. Malgré sa construction inhabituelle, il souriait de satisfaction. Assez confortable. J'aime bien, dit-il, clairement satisfait de son travail. Il resta pensif en examinant son travail. Mais c'est un peu léger, murmura-t-il pour lui-même, un léger froncement de sourcils se formant. On dirait qu'il manque quelque chose. Bien qu'il ne puisse pas dire tout de suite ce que c'était, il se demanda à quoi ressemblait une maison humaine normale. Son esprit est retourné à un souvenir d'une salle de classe. Un professeur se tenait devant, pointant une projection sur l'écran. Vous voyez? Voilà à quoi ressemblait une maison ordinaire avant l'ouverture du portail, expliqua le professeur. Alors que les élèves regardaient une image d'une maison ordinaire avec des gens et un chien dans la cour, il se souvint des images des vidéos éducatives qu'il avait vues au laboratoire. Dans ces enregistrements, les familles se réunissaient souvent joyeusement dans leur cour, les enfants riant, les parents souriant, et même les animaux de compagnie jouant. Il jeta un coup d'œil au loin, observant la cour vide. Cela dit, je ne peux pas élever de chien du monde humain dans le royaume des démons. Il s'avoua, réalisant la dure réalité de sa situation. S'agenouillant et pressant sa main contre le sol, il murmura, des plantes? Devrais-je faire un potager? Mais que puis-je planter dans le royaume des démons? Ses yeux s'écarquillèrent, et avec une soudaine étincelle d'inspiration, quelque chose venait de lui venir à l'esprit. Il s'est soudainement souvenu de quelque chose d'important. Il y avait une montagne enneigée à proximité, pensa-t-il, les yeux illuminés par cette idée. Puis, avec une étincelle d'excitation, il se demanda à voix haute, devrais-je planter de la mandragore? Alors que la neige tourbillonnait férocement autour du pic imposant, la montagne enveloppée dans un blizzard implacable. Les vents glaciaux hurlaient comme pour avertir quiconque oserait s'approcher. L'habitat de Mandragora se trouve dans les pics les plus profonds et les plus denses en mana des montagnes enneigées. Mais notre MC traversa pieds nus le terrain glacé, les flocons de neige tourbillonnant tout autour de lui, marmonna-t-il en frissonnant. En parlant de ça, il neige vraiment beaucoup, comme on peut s'y attendre d'une montagne enneigée. La neige tombait abondamment autour de lui alors qu'il levait les yeux vers le ciel gris. Un souvenir lointain fit surface. Il neigeait aussi abondamment le jour où j'ai été kidnappé au laboratoire, pensa-t-il, le souvenir amer pesant sur lui comme les flocons glacés qui se déposaient sur ses cheveux et ses épaules. Le souvenir se rejoua vivement dans son esprit. À ce moment-là, à l'époque, il faisait si froid qu'il pensait que se faire kidnapper était un soulagement. Avec le recul, il y a de bons côtés à devenir une chimère, pensa-t-il. Contrairement à avant, quand le froid pouvait lui enlever la vie, maintenant il ne ressentait plus rien de sa morsure. La faim et le gel, autrefois des menaces constantes, n'étaient plus des préoccupations. C'était une sorte de réconfort sombre, mais un réconfort néanmoins. La chute de neige a commencé à diminuer. L'averse autrefois aveuglante s'est maintenant réduite à des flocons flottants qui se balançaient doucement dans le vent. Quoi qu'il en soit, à en juger par le mana que je ressens, je dois être presque arrivé, pensa-t-il. Il s'arrêta net, son regard se posant sur le petit groupe de plantes vertes vibrantes perçant la neige, leurs feuilles brillant malgré le froid. Trouvé, murmura-t-il avec soulagement. Heureusement, ce n'était pas un voyage gaspillé. MC sait que les plantes devant lui ont une nature fragile. Les mandragores sont des monstres ressemblant à des poissons-lunes, très vulnérables au stress. Ils peuvent mourir même des plus petits changements environnementaux. MC s'accroupit dans la neige, examinant attentivement les plantes. Si je dois les déplacer,
Je suppose que les individus plus jeunes et plus adaptables seraient meilleurs, n'est-ce pas? Murmura-t-il pour lui-même. Avec une décision mesurée, il conclut que 3 racines suffiraient. Alors qu'il arrachait la mandragore du sol, il réalisa immédiatement. Ils vont crier. J'aurais dû me couvrir les oreilles. Alors qu'il arrachait la plante du sol, au lieu d'un cri, la petite mandragore laissa échapper un son doux. La petite créature remua dans sa main, sa tête feuillue se balançant et son corps rond couvert de morceaux de terre. Il cligna des yeux de surprise et pensa, qu'est-ce que c'est? Il sortit délicatement une autre mandragore. La minuscule créature cligna des yeux et laissa échapper un son doux. Il la regarda avec surprise et pensa, encore une. Il regarda la minuscule créature dans sa main et pensa avec incrédulité, celle-ci aussi. La petite mandragore remua bruyamment, le surprenant encore plus. Il regarda les petites créatures avec incrédulité et pensa, pas possible. Sont-ils? Les minuscules mandragores remuaient dans ses mains, faisant de doux bruits. Les observant de près, il se demanda, parlent-ils dans leur sommeil? Il était bien connu que le cri de la mandragore est en fait un phénomène qui ne se produit que lorsque les humains les cultivent artificiellement. Il a été révélé que dans le monde humain à faible mana, lorsque les mandragores sont soumises à un stress extrême, si elles sont arrachées de force, elles poussent un cri terrifiant et meurent en conséquence. MC observa que comme c'était le royaume des démons, les mandragores ne criaient pas lorsqu'elles étaient arrachées. Cependant, ce qui le laissait perplexe, c'était leur manque de résistance. À ce stade, ils auraient dû se débattre désespérément pour s'échapper, mais il restait immobile. Il réalisa soudain la raison du comportement inhabituel des mandragores. Au lieu de résister, il semblait le reconnaître comme un parent parce que des cellules de mandragore avaient également été implantées dans son corps. Il rangea calmement les petites mandragores, soulagé de la facilité avec laquelle elles l'acceptaient. Avec un léger sourire, il pensa que cela s'était bien passé. Après tout, c'était mieux pour eux s'ils se sentaient moins stressés. MC commença à imaginer les possibilités pour l'avenir. Une fois que les mandragores auraient bien grandi, pensa-t-il, peut-être pourrait-il leur demander quelques vrilles de racines pour préparer du thé ou même déguster leurs fruits en collation. Cette pensée le fit sourire en l'imaginant vivement. Il se souvint soudain d'un fait important. Si le fruit de la mandragore était cueilli de force, il deviendrait extrêmement toxique. Réalisant cela, il conclut qu'il devrait plutôt les persuader gentiment au lieu d'essayer de le prendre par la force. MC se tenait au bord de la falaise enneigée, les yeux plissés en écoutant attentivement. Au loin, de faibles cris résonnaient à travers les montagnes. Il semble qu'il y ait des chasseurs dans les environs, marmonna-t-il. Bien qu'il ignore leur but, il ne pouvait pas comprendre pourquoi quiconque risquerait de s'aventurer dans une montagne enneigée aussi dangereuse. Il sourit avec une lueur confiante dans les yeux. Se tournant légèrement, il demanda à voix haute, presque enjoué, dois-je aller chercher rapidement de la pierre de portail? D'un autre côté, 2 hommes se battaient contre quelque chose. L'un des hommes serra les dents de rage, criant, bon sang, nous utiliser comme appât et s'enfuir. Son compagnon, serrant fermement son arme, répliqua avec urgence. Ils reviennent. La tension dans leur voix révélait à quel point leur situation était devenue désespérée. De l'obscurité de la forêt enneigée, des créatures monstrueuses se sont jetées sur les chasseurs avec une vitesse terrifiante. Les 2 hommes au sol se sont préparés, les armes levées, mais le nombre écrasant de bêtes était trop important. Une monstrueuse bête des neiges s'est jetée en avant, ses mâchoires béantes s'ouvrant de façon anormale. À l'intérieur de sa gueule, des rangées de crocs acérés comme des rasoirs brillaient. Mais ce qui était encore plus horrible, c'étaient les tentacules charnus qui se tortillaient et qui s'étendaient depuis sa gorge. Les chasseurs étaient désormais face à face avec un cauchemar bien au-delà de leur imagination. Un homme a tendu la main, invoquant une barrière bleue brillante qui bloquait les bêtes qui chargeaient. Les créatures ont percuté le bouclier avec force, mais il a serré les dents et s'est accroché, se tendant sous l'impact. La sueur coulait sur le visage de cet homme alors qu'il serrait les dents, son expression remplie de tension et de peur. Ses forces l'abandonnaient, et d'une voix tremblante, il murmura, ce n'est pas bon. Des fissures ont commencé à se répandre sur la barrière, brillant faiblement sous la pression. Ses mains tremblaient d'effort alors qu'il réalisait avec crainte que la barrière allait bientôt se briser. Les fissures dans la barrière lumineuse se sont rapidement propagées à mesure que les forces de l'homme faiblissaient. Des gouttes de sueur roulaient sur son visage tandis que des regrets emplissaient ses pensées. Il se maudit silencieusement. J'aurais dû m'en tenir à des petits boulots. Pourquoi me suis-je même porté volontaire pour trouver la chimère? La barrière s'est finalement brisée en éclats brillants, se dispersant dans l'air. L'homme hurla de pur désespoir, sa voix se brisant, à l'aide, alors que des bêtes monstrueuses se jetaient sur lui. À ce moment-là, une lumière brilla dans le ciel. Elle s'est écrasée du ciel, suivie d'une explosion assourdissante. Le sol a éclaté, projetant de la terre et des pierres dans les airs alors que des ondes de choc traversaient le champ de bataille. Les monstres, des bêtes sauvages ressemblant à des lapins avec des yeux sanguinaires, grognaient et grognaient, entourant les 2 hommes piégés dans le chaos. Un soldat, à peine capable de tenir debout, tremblait en levant son arme, tandis que l'autre était assis sur la neige, les yeux écarquillés et figés de terreur. Sa voix se brisa alors qu'il balbutiait, « Qu'est-ce que c'est ?» De l'intérieur de la fumée tourbillonnante,
une silhouette inquiétante a lentement commencé à émerger. À travers l'épaisse fumée, les soldats plissèrent les yeux sous le choc. L'un d'eux balbutia d'incrédulité, réalisant que la silhouette sombre n'était pas une bête, mais une silhouette humaine émergeant lentement de la brume. Un RMC est finalement apparu de la poussière et de la fumée. Son visage était calme et illisible, son silence portant plus de poids que les mots alors qu'il se tenait là. Il plissa les yeux vers la créature devant lui. Cela ressemblait à un lapin des neiges, mais son regard féroce et ses crocs acérés ont révélé qu'il était tout sauf ordinaire. Mais la place gelée du lapin des neiges. Alors qu'une présence inquiétante planait au-dessus du MC, il a libéré son instinct de tuer, et une silhouette massive et sombre avec des yeux brillants est apparue, son aura terrifiante remplissant l'air. Le lapin des neiges a crié de terreur, leurs cris résonnant à travers la forêt gelée. La panique s'est répandue parmi eux alors qu'ils sautaient et se dispersaient dans toutes les directions, essayant désespérément de s'échapper. Les deux chasseurs regardaient sous le choc, l'incrédulité se lisant sur leur visage. L'un serra son bras blessé. Sa voix tremblant dit, « C'est impossible. » Un monstre de classe B s'enfuyant dès qu'il le voit. Dans le moment de calme qui a suivi, un chasseur a exprimé sa gratitude, disant à quel point il était reconnaissant d'avoir été sauvé. L'un des chasseurs s'est présenté comme Kim Taun et a pointé son compagnon, Oh Seong-ju. Avec un ton respectueux, il a demandé son nom à MC. MC répondit calmement qu'il s'appelait Chayon Do-won. L'esprit de Kim Taun s'emballa alors qu'il étudiait le MC devant lui. Chayon Do-won? Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant, pensa-t-il. La tenue en lambeaux du MC n'a fait qu'approfondir ses soupçons. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Pourrait-il être un chasseur reclus? MC n'a pas pu s'empêcher de se demander pourquoi ils étaient ici. D'après leur apparence, il ressemblait clairement à un chasseur de classe D. Il était impossible qu'il ne sache pas à quel point la montagne enneigée était dangereuse. Un chasseur hésita avant de répondre que c'était à cause de l'argent. Ils ont dit à MC qu'une demande avait été émise pour capturer une chimère vivante. La récompense offerte était censée être substantielle. En entendant cela, les yeux de MC s'aiguisèrent alors qu'il marmonnait doucement pour lui-même, une chimère. L'un des chasseurs expliqua en riant qu'un sujet de test s'était échappé du laboratoire. On disait que c'était une sorte de créature machine, et en fuyant, elle aurait sauté dans un portail. En entendant cela, MC pensa avec soulagement, si c'est une créature machine, alors il ne me cherche pas. MC s'est décidé, pensant en lui-même, je devrais prendre la pierre de portail et partir. MC demanda ensuite avec suspicion, mais où sont vos sacs? Vous n'êtes pas venu dans le royaume des démons les mains vides, n'est-ce pas? La pierre de portail, l'un des chasseurs inventa rapidement une excuse, balbutiant. Les membres de cette équipe, ces gars-là ont tout pris et se sont enfuis, serrant son épaule blessée. L'homme serra les dents et cria, ils avaient l'intention de cela depuis le début, intérieurement. Il regrettait de ne pas l'avoir réalisé plus tôt, en pensant, j'aurais dû remarquer quand ce chasseur de classe B a proposé de me laisser le rejoindre. Ces chasseurs traîtres ont ri et se sont enfuis, laissant des monstres dans leur sillage. En entendant cela, MC s'est dit que la pierre de la porte était avec eux. Les chasseurs nerveux, leur corps tremblant d'épuisement, ont imploré MC, n'avez-vous pas l'intention de revenir? Nous sommes presque à notre limite, vous voyez, balbutiait désespérément l'un d'eux. L'autre a ajouté, vous savez bien ce qui arrive quand on est contaminé par le mana, n'est-ce pas? Ils l'ont regardé avec un mélange de peur et d'urgence, espérant la clémence. Eh bien, le temps qu'un chasseur pouvait supporter dans le royaume des démons variait considérablement en fonction de son grade d'éveil. S'ils ne parvenaient pas à retourner dans le monde humain à temps pour purifier le mana en eux, la plupart mourraient inévitablement. Mais il y avait une anomalie. Notre MC était l'exception. Les voix désespérées des deux chasseurs résonnaient. L'un demande s'il ne peut pas les emmener dans le monde humain, ajoutant que sa femme enceinte est à la maison. Mais MC ne les écoutait pas et utilisait ses pouvoirs pour chercher les autres chasseurs. Je les ai trouvés, murmura-t-il, fixant ses cibles avec une concentration inébranlable. Le plaidoyer désespéré des chasseurs a été soudainement interrompu. Avec une explosion tonitruante, MC s'était lancé avec une vitesse terrifiante, la force laissant un profond cratère derrière lui. Les deux chasseurs se sont figés, les yeux grands ouverts. Alors que Chayon Do-won a soudainement sauté dans le ciel avec une vitesse incroyable, les chasseurs ont paniqué et ont crié après lui. « Monsieur Chayon Do-won » s'est exclamé l'un d'eux, choqué. « Où allez-vous » l'autre a crié, leur voix remplie de confusion et de désespoir. D'un autre côté, le petit robot s'enfuyait, ses yeux brillants fixés sur la traînée lumineuse. Il n'a pas dit un mot, seulement une pause silencieuse, comme s'il traitait tout ce dont il venait d'être témoin. Le petit robot a atteint le bord de la falaise enneigée, ses petites empreintes de pas traînant derrière lui. D'en haut, il baissa les yeux sur la forêt sombre et remplie d'épines en contrebas. La neige tombait doucement, mais la vue étrange des ombres sinueuses le rendait prudent. Le robot nota silencieusement pour lui-même que cet endroit semblait très dangereux. De derrière, un groupe de chasseurs a repéré le petit robot debout devant sur la falaise enneigée. Saisissant l'instant, l'un d'eux a crié que c'était leur chance et a exhorté tout le monde à le capturer rapidement. Sans hésitation, ils ont tous chargé en avant, bouclier et armes prêts. Le petit robot tourna légèrement la tête,
Ses yeux brillants fixes alors que de faibles étincelles s'allumaient autour de son cadre. D'un ton calme et menaçant, il murmura, chose dangereuse. La transformation du robot a été soudaine. Ses yeux jaunes autrefois chauds brûlaient maintenant d'une lueur rouge sinistre. Des étincelles cramoisies et une énergie violente craquelaient autour de son corps alors que sa forme se transformait en une version plus sombre et plus menaçante de lui-même. Le système du robot s'est activé, sa voix froide répétant une seule commande. Son seul but était désormais clair, éliminer tout ce qui se trouvait sur son chemin. 4 guerriers ont attaqué le robot ensemble. L'un a sauté d'en haut avec un bouclier à la main. Un autre a frappé avec une épée violette brillante. Une femme entourée d'une aura magique s'est précipitée en avant, tandis qu'un homme avec une lourde lame a frappé férocement depuis le sol. Le robot, son corps brillant d'une énergie rouge, a levé son bras pour se défendre contre leur assaut combiné alors que la bataille explosait autour d'eux. Parfois plus tard, notre MC est arrivé à cet endroit. Il regarda devant lui avec surprise. D'une voix inquiète, il se demanda s'il était arrivé juste un peu trop tard. Il traversa la neige tachée de sang, remarquant le matériel abandonné éparpillé autour de la scène et d'une pierre de retour flottant dans l'air, il réalisa que tous les chasseurs s'étaient déjà enfuis. Les chasseurs avaient même laissé derrière eux leurs bagages dans leur précipitation pour s'échapper. Sur le sol, mêlés aux taches de sang, se trouvaient de petites empreintes de pas enfantines et des traces d'animaux. Voyant cela, MC se demanda si la créature se battait contre ces chasseurs tout en changeant de forme. Il se souvint que ces chasseurs lui avaient dit qu'un sujet expérimental s'était échappé du laboratoire. C'était une créature mécanique, et pendant son évasion, elle s'est transformée et a sauté dans une porte avant de disparaître. La créature a été créée à partir de métal liquide, ce qui lui permet de changer librement de forme. Cependant, comme le matériau était rare, il a été fabriqué petit, à peu près de la taille d'un enfant ou d'un gros chien. MC pensa à la créature mécanique. Le fait qu'elle ait réussi à maîtriser 5 chasseurs de rang B à elle seule était vraiment impressionnant. D'un autre côté, Kim Yao a appelé de toute urgence, disant à Xiangju de se ressaisir. Xiangju, faible et tremblant, dit qu'il est foutu, expliquant que tout son corps était contaminé par l'énergie démoniaque. Kim Yao refusa de l'accepter, lui criant de ne pas dire de bêtises et lui rappelant que son enfant allait naître le mois prochain. Avec du sang dégoulinant de sa bouche, Seongju supplia faiblement Kim Yao de dire à sa femme qu'il était désolé. Les larmes coulaient sur le visage de Kim Yao alors qu'il criait désespérément, implorant Seongju de tenir encore un peu. Alors que le désespoir emplissait l'air, Kim Yao se demanda si les miracles existaient vraiment. À ce moment, une silhouette brillante s'avança, son pied touchant le sol comme un signe d'espoir perçant les ténèbres. Les larmes coulant toujours sur le visage de Kim Yao, ses yeux s'écarquillèrent de choc alors qu'une soudaine lumière radieuse apparut devant lui. Alors que la lumière dorée s'estompa, les yeux de Kim Yao s'écarquillèrent d'incrédulité. Devant eux se tenait Shon Do-won, portant un énorme paquet sur son dos. Ils ont été stupéfaits de voir que le paquet qu'il portait était leur bagage manquant. Immédiatement, Kim Yao se précipita en avant vers Shon Do. Il tomba à genoux de désespoir, sa voix tremblant alors qu'il implorait. Il supplia Shon Do-won de les sauver, ses cris résonnant à travers la forêt enneigée. Shon Do-won resta là, surpris de le voir. Kim Yao a dit qu'il savait que dans le royaume des démons sans foi ni loi, une fois que c'est pris, c'est fini. Alors il est tombé à genoux et a sorti de l'argent avec des mains tremblantes, expliquant que lui et Seongsu avaient apporté 2 chèques d'une valeur de 10 millions à chacun, l'appelant la valeur de leur vie. Avec le désespoir dans sa voix, il implora, suppliant d'acheter juste une pierre de porte. Les mots de Kim Yao ont résonné. Il a dit à MC que s'il ne revenait pas maintenant, la mort était certaine. Les yeux de Chae Yeon-do-won se sont tournés vers les chèques tremblants dans les mains de l'homme. 20 millions de wons, murmura-t-il, son expression illisible. Chae Yeon-do-won pensa qu'il ne pouvait pas utiliser l'argent tout de suite, mais ce serait certainement utile une fois qu'il serait allé dans le monde humain plus tard. Alors Chae Yeon-do-won sort une pierre de porte et la brise en libérant son énergie. Kim Yao s'inclina profondément, tenant la main de Shon Do-won avec gratitude tandis que le portail de retour brillant tourbillonnait derrière eux. D'une voix tremblante, il dit qu'il n'oublierait jamais cette faveur pour le reste de sa vie. Alors que le chaos se déroulait autour de lui, Shon Do-won regarda tranquillement la pile d'argent dans sa main, son visage calme et illisible, tandis que Kim Yao se tourna vers Xiangju, lui demandant de se lever rapidement, disant que s'ils allaient vite, ils pourraient vivre. Mais avant qu'ils ne partent, Shon Do-won leur demanda si une pierre de porte coûtait environ 200 000 wons dans le monde humain. Kim Yao, soutenant Xiangju blessé, sembla perplexe et répondit que les pierres de porte coûtaient maintenant environ 1 million de wons et demanda pourquoi Shon Dae-woon demandait cela. En entendant cela, Shon Dae-woon tendit la main vers Xiangju et attrapa son épaule en disant qu'il avait l'impression d'avoir reçu trop. Shon Do-won sourit alors qu'une faible énergie bleue commence à tourbillonner autour de ses doigts. D'un ton calme, il leur dit qu'il leur donnerait autre chose en guise de monnaie. Juste au moment où il disait cela, une vague d'énergie bleue brillante éclata autour de Shon Do-won, tourbillonnant comme des flammes et secouant l'air. Les 2 chasseurs le regardèrent sous le choc. Des flammes bleues de mana tourbillonnaient violemment dans l'air alors que Shon Do-won libérait son pouvoir. Kim Yao réalisa que Shon Do-won injectait du mana,
se couvrant le visage de l'énergie écrasante. Il cria en demandant à Chaon-Duon d'attendre parce qu'il savait qu'injecter du mana était un acte si dangereux que même un chasseur de rang l'évitait. Si le flux de mana s'entrechoquait et s'en mêlait, le noyau de mana pourrait se briser, entraînant la mort instantanée des deux individus. Le danger était clair. Kim Yao sait que si cela continue plus longtemps, ils périraient sans aucun doute tous les deux. Mais alors que le flux de mana s'arrêtait, Sheng Ju baissa les yeux sur ses mains sous le choc. Une lueur chaleureuse l'entoura alors qu'il réalisait ce qui s'était passé. L'énergie démoniaque en lui avait été complètement purifiée. Dans l'excitation, il serra dans ses bras Kim Yao dont les yeux étaient grands ouverts de choc et de soulagement. Sheng Ju cria de joie, criant qu'ils étaient vivants. Ils avaient tous les deux survécu. Mais au fond, Kim Yao avait encore du mal à y croire, se murmurant à lui-même qu'une telle chose aurait dû être impossible. Alors que Chon Do-won se tournait pour partir, Shang Ju derrière lui tomba à genoux par gratitude. Il le remercia les larmes aux yeux, jurant de ne jamais oublier la faveur, tandis que Kim Yao pouvait à peine croire ce qui venait de se passer. Chon Du-woon avait purifié l'énergie démoniaque en injectant du mana, ce qui était considéré comme impossible sans une quantité de puissance écrasante. Après avoir été témoin de l'impossible, une seule pensée résonna dans leur esprit, qui est exactement Monsieur Chondwon? D'autre part, Chondwon marchait régulièrement avec un grand sac attaché à son dos. Son expression était calme alors qu'il laissait échapper une pensée. Perdu dans ses propres pensées, Chon-Do-woon arriva à sa petite maison en bois, soulagé de voir qu'aucun intrus ne l'avait dérangé. Il la regarda avec tendresse. Il pensa que c'était une sortie satisfaisante, d'autant plus qu'il avait gagné un revenu inattendu. Chon-Do-woon jeta un coup d'œil à la petite mandragora attachée à sa taille qui s'était réveillée. Voyant ses feuilles tombantes, il se demanda si le long voyage l'avait fatigué. Chon-Do-woon s'agenouilla devant sa petite maison, plantant soigneusement ses mandragoras dans le sol. Alors qu'il travaillait, il pensa que cela devrait suffire. Mais alors que la petite mandragore se balançait dans le sol, leurs visages sombres. Ils émirent des sons bas et malheureux, montrant clairement leur insatisfaction. MC remarqua la petite expression malheureuse de la mandragore et fronça les sourcils. Il se demanda à voix haute ce qu'ils n'aimaient pas. Peut-être qu'ils sont contrariés parce que leur maison a été déplacée de force. Puis, en réfléchissant davantage, il devina qu'ils pourraient avoir faim d'avoir été transportés sans terre. Chon-Do-woon tendit la main, laissant une douce lueur bleue de mana couler du bout de ses doigts dans le sol, demandant à la petite mandragora, doit-il leur donner du mana parce qu'il l'appréciait généralement? La petite mandragore commença à briller de joie, répondant joyeusement au mana qu'elle avait reçu. En regardant cela, Chon-Do-woon remarqua qu'il semblait plus à l'aise maintenant, mais Chon-Do-woon sentit soudainement quelque chose d'inhabituel. Serrant les yeux, il pensa, cette présence, elle me semble familière. Chon-Do-woon réalisa que c'était le robot que les chasseurs poursuivaient. C'était une petite créature mécanique agrippant des branches comme pour se camoufler. Confus, MC se demanda, quelles affaires une machine comme celle-là a-t-elle avec moi? Chon-Do-woon décida de ne pas trop y penser. Calmement, il pensa que, eh bien, si elle a vraiment des affaires avec lui, elle se montrera tôt ou tard. Chon Da-woon jeta un coup d'œil à la pile d'argent et pensa qu'il n'y avait pas d'urgence. Il le mettrait de côté pour l'instant et ne l'utiliserait que lorsqu'il en aurait vraiment besoin plus tard. Puis il s'assit à l'intérieur de la cabane en bois et déballa le sac à dos de ses chasseurs. À l'intérieur, il y avait des casseroles et de nombreuses provisions. Il les regarda et pensa qu'il était temps d'organiser les bagages qu'il avait apportés. Chaeon-Do-won commença à vérifier ses affaires une par une. Il avait un brûleur portable et un ensemble de casseroles, parfait pour cuisiner en plein air lors de randonnée, de camping ou de pêche. Il y avait aussi 8 pierres de porte, des objets qui permettaient de voyager librement entre le monde humain et le royaume des démons. Il sortit des vêtements de rechange, bien qu'ils soient contaminés par du pollen et qu'il faille les laver avant de les utiliser. Enfin, il avait 2 sacs de couchage et une couverture, essentiels pour rester au chaud la nuit. En voyant tout cela, il pensa que ses chasseurs étaient très bien préparés, ce qui était certainement une bonne chose pour MC. Chon Da-woon ramassa un paquet rouge et réalisa que c'était du ramen. Une vague de nostalgie le frappa alors qu'il se demandait si la dernière fois qu'il en avait mangé, c'était quand il était enfant et qu'il vivait à l'orphelinat. Chon-Do sourit en tenant le paquet de ramen dans ses mains. Sentant la faim dans son estomac, il pensa que c'était le moment idéal. Avec une étincelle d'anticipation, il décida d'essayer de cuisiner des ramen. Chon-Do lut la recette des ramen, qui lui demandait de verser 500 ml d'eau. Debout près de la rivière avec une casserole dans les mains, il se demanda s'il ne devait pas simplement estimer la quantité au poids. Alors que Chon-Do se tenait près de la rivière avec sa casserole, prêt à ramasser de l'eau, une éclaboussure soudaine brisa la surface. Des poissons féroces avec des nageoires pointues bondirent vers lui. Chon-Do, qui tenait la casserole d'eau, se souvint que les gens ajoutent généralement des ingrédients supplémentaires lorsqu'ils cuisinent des ramen. Il pensa que les ramen seraient délicieux avec du poisson, et frappa donc avec son doigt en tuant le poisson instantanément. La recette suggérait d'ajouter des ingrédients comme des œufs ou des oignons verts pour un meilleur goût. Chon-Do remarqua de la rogue et pensa qu'il devrait être acceptable de l'utiliser pour remplacer les œufs. Comme il n'y avait pas d'oignons verts,
Chondoun décida d'utiliser d'autres légumes verts qu'il trouva, pensant que cela fonctionnerait tout aussi bien. Chondoun termina de rassembler tous les ingrédients, les plaçant dans la casserole. Avec tout prêt, il décida qu'il était temps de rentrer. Alors que Chondoun revenait avec la casserole à la main, un pied métallique apparut derrière lui. C'était le petit robot qui regardait avec admiration, ses yeux brillants grands ouverts et des feuilles bruissant légèrement sur sa tête, tenant son estomac comme s'il était submergé. Il murmura avec incrédulité, « Cet homme cuisine ». Chondoun alluma le feu sous la marmite, surveillant attentivement la montée des flammes. En jetant un coup d'œil aux instructions, il fronça légèrement les sourcils, réalisant qu'elle ne mentionnait pas quand le poisson devait être ajouté. Chondoun se tenait près de la table en bois qu'il venait de fabriquer à partir d'une bûche il y a quelques instants. Regardant la marmite, il haussa les épaules et décida, « Je suppose que je vais tout faire bouillir ensemble, en jetant les ingrédients à cuire. » Mais alors que l'odeur de sa cuisine planait sur les mandragoras à proximité, leur minuscule corps tremblant, elles tressaillirent inconfortablement en sentant l'étrange parfum. L'étrange parfum flottait dans l'air, se frayant un chemin à travers les arbres tandis que le soleil filtrait à travers les feuilles. Le petit robot capta l'arôme flottant, ses capteurs tressaillant tandis que de la bave s'échappait de sa bouche. « Odeur de cuisine », murmura-t-il, clairement attiré par la source. « Je veux en manger aussi. »« Comment ?» murmura-t-il, ses pas suivant la piste malgré le fait qu'il savait qu'il n'était pas conçu pour de tels désirs. Ses souvenirs s'agitèrent, reliant le parfum actuel à quelque chose d'aperçu autrefois. Son corps s'est transformé parce qu'il a vu dans le laboratoire que les humains aiment les chiens et que les humains aiment s'ils ressentent de la pitié. Il s'est donc transformé en un chien d'apparence pitoyable dont une patte est blessée. Le robot laissa échapper un doux gémissement en s'approchant. Chondoun, assis à la table, jeta un coup d'œil avec une expression perplexe. Il se souvenait que cette créature mécanique le suivait depuis toujours. Alors qu'il regardait le robot, il se demanda si le robot s'était transformé en chien juste pour baisser sa garde. Et fait-il semblant d'être blessé exprès, essayant de susciter de la sympathie? De ses seules actions, le MC pouvait dire qu'il ressemblait à une jeune créature, une créature qui ne comprenait pas encore grand-chose. Le petit chien aboya joyeusement, remuant la queue avec une excitation innocente. Voyant que MC fronçait les sourcils en réfléchissant, comment diable une créature comme celle-ci a-t-elle pu s'échapper du laboratoire et se frayer un chemin jusqu'au royaume des démons? MC regarda la nourriture et dit qu'elle semblait prête. Il demanda au petit chien s'il en voulait aussi. Le chien aboya joyeusement en réponse. Chondoun ramassa ses baguettes et regarda la nourriture, tandis que le petit chien fixait avidement le bol, bavant avec des yeux pétillants. Chondoun baissa les yeux sur l'étrange plat bouillonnant rempli d'ingrédients bizarres et se demanda s'il devait essayer de le manger. Il s'assit à la table, mangeant dans la marmite avec ses baguettes, tandis que le petit chien grignotait joyeusement sa propre part dans une assiette à côté de lui. Alors qu'il goûtait la nourriture, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, la saveur le submergeant. À côté de lui, le petit chien pencha la tête, confus, mâchant toujours, tandis que les pensées de Chondoun résonnaient. Ce goût est un souvenir du passé refait surface dans son esprit. Il se souvint qu'il était assis sur le sol avec ses amis, tous rassemblés autour d'une marmite de ramen fumante. Leur visage était rempli de joie alors qu'ils riaient et discutaient. Chondoun avala les nouilles chaudes, la sueur coulant sur son visage. Ses joues rougirent et de la vapeur monta autour de lui alors qu'il luttait contre la chaleur, mais son expression montrait un pur plaisir. Chondoun sourit doucement en goûtant les nouilles, pensant que c'était ainsi que cela avait l'habitude de goûter. À ce moment-là, il se souvint des ramen qu'il avait mangés quand il n'avait que 7 ans. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, des ombres s'étiraient à travers la forêt. De l'intérieur des arbres, la faible voix de Chondoun fit écho à un seul mot, délicieux. Ensuite, Chondoun se tenait les mains sur les hanches, regardant le chien. Il lui dit que s'il avait fini de manger, il pouvait partir puisqu'il devait nettoyer. Le chien se tourna alors et commença à s'éloigner en boitant d'une patte, voyant que Chondoun avait souligné que le chien boitait de la patte gauche plus tôt. Le chien se figea sous le choc, réalisant qu'il avait été pris. Avec un regard penaud, il changea rapidement la patte sur laquelle il boitait et s'éloigna tandis que Chondoun regardait avec un sourire entendu. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.